L'activité d'André Breton, qui est né le 18 février 1896 d'ascendance bretonne et lorraine, n'a cessé d'appartenir à l'histoire des 50 premières années de ce siècle. Quelques-unes de ses œuvres et quelques-unes des années de sa vie ont déjà un relief, une importance, une valeur que nul ne conteste plus. Il appartiendra à cette série d'entretiens, je l'espère, de montrer la genèse des événements, l'enchaînement des situations, le caractère des faits qui ont conduit André Breton à animer le mouvement intellectuel le plus important de sa génération. Cette contribution à l'histoire du surréalisme est conçue hors de tout esprit polémique, avec le seul souci de dire vrai et de fixer un témoignage essentiel. Pour ouvrir ce premier entretien, André Breton, pourriez-vous situer un point? À quel moment les prémices d'une nouvelle sensibilité qui annonçait le surréalisme se sont-elles manifestées chez vous? À la suite de quel événement? Ma foi, vous savez qu'il est assez difficile de remonter le cours de sa propre sensibilité. On voit bien ce qu'on est devenu au cours de la vie, quels événements ont marqué. Mais ce qui se dérobe toujours, ce qui reste plus ou moins voilé, c'est ce qui a pu catalyser ces événements, c'est ce quelque chose qui a fait que la vie mentale a pris telle ou telle tournure. Comme certains occultistes l'ont fait observer, pour se faire une idée de l'humeur de certains jeunes gens dont j'étais, que la guerre de 1914 venait d'arracher à toutes leurs aspirations pour les précipiter dans un cloaque de sang, de sottises et de boue. Vous étiez donc en position de révolte, si je comprends bien. Pouvez-vous préciser votre état d'esprit? Pour ma part, le premier moment de stupeur passé, quelques mois de classe d'artillerie, je m'étais mis à promener un regard plus qu'interrogateur autour de moi. Tout près, au cantonnement même, les plus sensibles s'étaient secrètement trouvé un refuge. Tel d'entre eux sauvait ses rares loisirs en dessinant de nouveaux modèles de robes. À la lecture des punitions que lui valait sa totale inaptitude aux exercices militaires, il se bornait à élever à sa narine un minuscule flacon d'essence d'ambre. Tel autre, au premier mot de repos ou de halte, s'enfouissait dans les épîtres aux Corinthiens. Même plus ou moins voilés, les désastres du début, les sombres perspectives de la guerre de tranchées, l'issue incertaine du conflit entraînait un état d'âme, il faut bien user de ces mots, où la résignation trouvait difficilement place. Pour moi, il y avait alors un homme dont le génie poétique m'éclipsait tous les autres, faisait à tout instant point de mire. C'était Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, voilà le grand nom lâché. Et je souhaiterais que vous nous définissiez l'importance que ce poète et son œuvre... Très vite faire explosion dans Dada et avoir à se recharger de fond en comble pour aboutir au surréalisme. Comment s'était établie votre amitié avec Philippe Soupeau? J'avais connu Philippe Soupeau par Apollinaire. L'admiration élective que nous lui portions l'un comme l'autre avait été la base de notre rapprochement. J'avais rencontré un peu plus tard Louis Aragon à la librairie d'Adrienne Monnier, la maison des Amis du Livre, rue de l'Odéon. En sortant de là, nous avions fait route ensemble vers le Val-de-Grâce, où nous étions tous deux astreints à des obligations militaires, alternant avec des cours de médecine à l'usage de l'armée. Il faut se représenter qu'à l'issue de la guerre de 14-18, ceux de la génération montante qui portaient un intérêt vital à la poésie et à ses problèmes avaient très vite fait de se compter. Rien de cette pléthore de revues et de plaquettes qui a marqué la fin de la guerre suivante et engendré sur le plan poétique, comme sur tant d'autres, une situation des plus confuses. Entre Soupeau, Aragon et moi s'établiront des échanges d'autant plus actifs que le terrain d'intervention est tout à fait libre et que, pour résolu que nous soyons à faire route commune, nous partons de déterminations fort distinctes. Chacun de nous étale devant les deux autres ce qu'il croit détenir de plus significatif, de plus précieux. Est-il possible de mettre en valeur... Qui voit paraître les 6 premiers numéros de littérature, nous sommes loin d'être libres de nos mouvements. Je ne serai démobilisé qu'en septembre et Aragon quelques mois plus tard. Les pouvoirs d'alors se montraient soucieux de ménager une transition entre le genre de vie que la guerre nous avait fait connaître et celui que le retour à la vie civile nous réservait. Cette précaution n'avait rien de superflu. L'inévitable conciliabule des soldats de retour du front
avait eu très vite pour effet d'exalter rétrospectivement les sujets de colère, sentiment de l'inutilité du sacrifice de tant de vies, grand compte à régler avec l'arrière, dont le fameux esprit jusqu'au boutiste était allé si souvent de pair avec un affairisme dépourvu de scrupules, brisement d'innombrables foyers, extrême médiocrité du lendemain. L'enivrement de la victoire militaire avait fait long feu. Cependant, l'attitude générale n'était pas la révolte, mais plutôt l'apathie, il nous semble, à distance. Il est vrai que la plupart d'entre eux en prirent assez vite leur parti. Peu à peu, ils se groupèrent en associations dont l'appareil eut vite fait de canaliser leur agitation, et d'ailleurs, même quand leurs intérêts se furent mis à diverger au possible, ils ne se départirent pas, en qualité d'anciens combattants, d'un minimum de solidarité d'ordre sentimental, ce qui ne manque pas sympathique attention et eut pour effet de changer l'éclairage. Jusqu'alors, Dada avait bénéficié de l'hostilité générale et avait fait son possible pour l'entretenir. L'étude de Rivière était, en somme, le premier texte appelé à retentissement qui s'efforça de percer en profondeur nos intentions communes. Il nous accordait au moins le mérite d'avoir tenté ce qu'il appelait l'expérience de la réalité psychologique absolue et celui d'avoir promu le langage à une autre dignité, en voulant voir en lui non plus un moyen, mais un être. Ce témoignage, apporté sur un ton mesuré et grave, entraînait un certain dévoilement de nos objectifs, tendait par là à rendre inopérants et oiseux certains artifices et moyens de défi élémentaires dont, tant à l'intérieur des publications qu'au cours des manifestations Dada, nous avions usé jusqu'alors à satiété. Pourquoi dites-vous à satiété? Je dis bien à satiété, car dès ce moment, plusieurs d'entre nous éprouvent une vraie lassitude à l'égard de plusieurs de ces formes d'extériorisation. Dans les revues Dada, abus pour le moins de ces phrases plus ou moins venimeuses dirigées contre les uns et les autres. Complaisance marquée pour des drôleries verbales très relatives. Si les programmes des manifestations, calqués sur ceux du music hall, annoncent des numéros à sensation sous les titres les mieux choisis. Des événements qui intéressent cette 6e émission, pourriez-vous, Monsieur Breton, nous préciser si durant la période qui va de la fin de Dada à la publication du manifeste surréaliste, vous aviez déjà des perspectives précises? Précises serait beaucoup dire. Tous alors, nous sommes d'accord pour penser qu'une grande aventure est à courir. Lâchez tout, partez sur les routes. C'est mon thème d'exhortation à cette époque. Rimbaud n'est pas oublié. Ni son ami Germain Nouveau, dont nous savons quelle persévérance il a mise à errer avant de s'immobiliser dans la posture du mendiant au portail de l'église d'Aix. Mais sur quelle route partir? Des routes matérielles, c'était peu probable. Des routes spirituelles, nous les voyons mal. Toujours est-il que ces deux sortes de routes, l'idée nous vint de les combiner. D'où une déambulation à 4, Aragon, Maurice, Vitrac et moi, entreprise vers cette époque à partir de Blois, ville tirée au sort sur la carte. Il est convenu que nous irons au hasard à pied tout en devisant, ne nous permettant de crochet volontaire que ce qu'il faut pour pouvoir manger et dormir. Entreprise dont l'exécution s'avère très singulière et même semée de périls. Le voyage prévu pour une dizaine de jours et qui sera abrégé prend presque d'emblée un tour. Chose assez curieuse, les raisons que nous avons pu avoir vers 1920 de prendre quelque distance de l'écriture automatique sont du même ordre que celles qui nous ont mis en garde contre la fréquente répétition des séances de sommeil. En ont ainsi décidé des considérations d'hygiène mentale élémentaire. L'usage immodéré au départ de l'écriture automatique a eu pour effet de me placer, pour ma part, dans des dispositions hallucinatoires très inquiétantes contre lesquelles j'ai dû en hâte réagir. J'en ai fait état dans mon livre Nadja. Quel genre de trouble, de quel ordre? Les sommeils, non seulement sur le plan sensoriel, provoquaient des désordres semblables à ceux-ci, mais ils développaient chez certains des sujets endormis une activité impulsive de laquelle on pouvait craindre le pire. Je me souviens en particulier d'une séance groupant une trentaine d'invités chez une amie de Picabia, Madame de La Hire, maison très vaste, éclairage tamisé,
Quoiqu'on eût fait pour l'éviter, une dizaine de personnes, hommes et femmes, qui étaient loin de se connaître toutes, s'étaient endormies à la fois. Comme elles allaient et venaient, vaticinaient et gesticulaient à qui mieux, vous pouvez imaginer que le spectacle ne différait pas trop de celui que purent offrir les convulsionnaires de Saint-Médard. Vers 2 heures du matin, m'inquiétant de la disparition de plusieurs d'entre elles, je finis par les découvrir dans l'antichambre presque... Que vous attachiez à ces termes. Au moment où paraît le premier numéro de la Révolution surréaliste, l'unanimité de ses collaborateurs est acquise sur les points suivants. Le monde, soi-disant cartésien, qui les entoure, est un monde insoutenable, mystificateur sans drôlerie, contre lequel toutes les formes d'insurrection sont justifiées. Toute la psychologie de l'entendement est remise en question. De leur part, il y a un refus catégorique d'admettre ce qui a pu être élaboré à partir d'une vue à leur avis purement corticale de l'esprit. Leur ami Ferdinand Alquier, dans un texte des plus avertis, intitulé « Humanisme surréaliste et existentialiste », recueilli en 1948 dans les cahiers du Collège philosophique, pose on ne peut mieux le problème. Déclarer, dit-il, que la raison est l'essence de l'homme, c'est déjà couper l'homme en deux, et la tradition classique n'y a jamais manqué. Elle a distingué en l'homme ce qui est raison et qui par là même est vraiment humain, et ce qui n'est point raison et paraît de ce fait indigne de l'homme, instincts et sentiments. Tout l'enseignement de Freud, qui de plus en plus dans ce domaine s'était imposé comme notre maître à penser, était pour nous représenter le danger mortel que cette coupure, que cette scission entre les forces dites de raison et les passions profondes, bien décidées à s'ignorer mutuellement. Quelques déboires que nous ayons éprouvés à ce moment pour nous intégrer à l'activité politique militante, il est bien entendu que pour plusieurs d'entre nous, les prémices de cette activité restent et resteront longtemps au-dessus de toute contestation. Dans une interview publiée en 1935 et reproduite dans mon livre « Position politique du surréalisme », je confirme que nous n'avons pas cessé de faire nôtre toutes les thèses du matérialisme dialectique et je les énumère pour bien montrer que je n'en écarte aucune. Les premiers doutes qui me sont venus se sont produits à l'issue de la guerre d'Espagne, mais il n'y a pas lieu d'anticiper. Les thèses mêmes du marxisme n'étaient donc pas en question, soit. Mais est-ce parce qu'il existait entre surréalisme et marxisme un lien logique ou une affinité interne, ou bien parce que vous aviez le souci de ne pas mettre en cause la plus grande force révolutionnaire organisée? Tout ce qui importe à ce point de vue, c'est de comprendre que, même si l'activité surréaliste, proprement dite, continue alors à se développer sur le plan qui est le sien, celui de l'expérience et de l'aventure intérieure, elle n'en reste pas moins sous-tendue par la préoccupation d'éviter un conflit de fond avec le marxisme. Il en est ainsi, non pas sans doute parce que la démarche de notre esprit nous a conduit irrésistiblement à retrouver et à vérifier les thèses marxistes par nous-mêmes,